Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qui revient souvent donc sur les forums et sur les groupes de Facebook, à savoir quel ordinateur acheter pour faire de l'astronomie quand vous voulez faire de l'acquisition ou du traitement de photos planétaires, donc avec ce type de petite caméra, ou du traitement de photos du ciel profond faites par exemple avec un appareil photo numérique. Et donc je vous propose de voir ensemble, puisque je viens de m'offrir ce PC portable, le résultat du test comparatif entre ces trois ordinateurs, ce qui va nous permettre de dégager déjà quelques compréhensions des critères de choix pour choisir votre ordinateur. Bien évidemment, je ne regarderai pas la question du système d'exploitation, que ce soit Linux, macOS ou Windows, dans la mesure où en réalité les algorithmes de traitement sont en réalité les mêmes, et même les processeurs sont les mêmes. Donc en réalité, la portion de programme qui s'exécute pour réaliser les additions, les multiplications, etc. propres à notre traitement sont en réalité les mêmes. Donc ce qui va avoir un impact, ça va être la quantité de mémoire disponible, bien évidemment, et ça va être bien évidemment les performances techniques du matériel, la vitesse du disque dur, la vitesse de la RAM, la vitesse du port USB et surtout la puissance du microprocesseur. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Je vous propose de commencer par une rapide présentation des trois ordinateurs à côté de moi. Ce PC portable, c'est un PC portable que j'ai acheté il y a 3 ans d'occasion sur Amazon pour 260 €. C'est un i5 3320M. Donc c'est un processeur qui tourne à 2,6 GHz avec 2 cœurs physiques, 4 cœurs logiques, 12 Go de RAM DDR3. J'avais rajouté de la mémoire par rapport à ce qu'il avait à l'origine, je ne sais pas s'il avait 4 ou 8. Et il a un disque dur mécanique Serial-ATA et un disque dur SSD Serial-ATA. Donc SSD, c'est un disque dur qui a beaucoup moins de latence et qui est beaucoup plus rapide à l'écriture et à la lecture. Ce deuxième PC, c'est un PC de chez Ankerman, qui est un assembleur allemand. Il est basé sur une carte mère de Fujitsu. Et le processeur, cette fois, c'est un i7 3770. C'est pas le plus puissant de la famille i7. Il tourne à 3,4 GHz. Avec 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques. Il avait 16 Go de RAM, j'en ai rajouté 8, il en a donc 24. C'est de la DDR3 et il a des disques durs mécaniques Serial-ATA, plutôt assez anciens quand même, et disques durs surtout SSD Serial-ATA. Et le dernier, le petit dernier, c'est un PC portable, donc c'est un Aorus de chez Gigabyte. C'est un i5 10200H. Il tourne à 2,4 GHz en natif, mais il va monter entre 3,5 et 3,99 GHz en mode turbo. Il a 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques, 16 Go de RAM DDR4 avec un disque dur SSD mais de type M3, c'est-à-dire que c'est des disques durs SSD, ça ressemble un peu à des barrettes de RAM mais qui s'en fichent sur le petit côté et non pas le grand côté. Voilà, donc ça c'est pour la présentation des trois ordinateurs. Alors le premier test, il s'agit de faire de l'acquisition planétaire avec cette caméra qui est la QHY5 III 178 monochrome, caméra USB 3 qui fait à peu près 6 millions de pixels et ça pédale très fort. Globalement, si vous la connectez sur un port USB 3 avec cet ordinateur, vous avez 51,7 images par seconde en plein écran. Sur une moyenne pendant 30 secondes. Ça fait un fichier de 9,5 gigaoctets déjà, ça va quand même très très vite. Les performances annoncées par le constructeur sont de 50 images par seconde, on est complètement dans les clous. Si par contre je connecte donc ma caméra, parce que cette caméra est une caméra USB 3, vous la reconnaissez à ces connecteurs bleus. Donc bleu ici du côté de la caméra et surtout avec une zone supplémentaire, et bleu ici du côté de l'ordinateur. Et donc cette caméra, si je la connecte cette fois sur un port USB 2, puisque l'on peut quand même le faire, là à ce moment-là je serai à 6,1 images par seconde. Résultat, je suis à 11,8% des performances réelles de la caméra par rapport à un port USB 2. Si bien sûr j'allonge les temps de pause ou si je ne prends qu'une partie de l'image, je vais quand même pouvoir éventuellement compenser un petit peu cette perte. Mais la perte est quand même de 88%. Si par contre maintenant je branche cette caméra sur mon ancien ordinateur qui est ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sur un disque dur SSD,
Je suis à 49,9 images par seconde, donc ça passe encore avec ce processeur qui est quand même beaucoup plus ancien. En revanche, si je la mets sur un disque dur mécanique, et bien là je suis à 27 images par seconde, donc j'ai une performance qui est de l'ordre de 54% de la bande passante vraiment de l'USB 3 et de la bande passante du capteur. Donc là c'est quand même voilà, une perte de 45%, c'est quand même pas mal. Donc juste pour illustrer, si je voulais travailler donc sur un disque dur mécanique avec ce capteur-là et cette caméra USB 3, il faudrait que mes temps de pause fassent 19 millisecondes en plein écran pour à ce moment-là ne pas avoir de perte par le disque dur mécanique. Donc 19 millisecondes en prise de vue lunaire, ça commence à devenir un petit peu important. Donc très clairement, si vous avez un grand capteur, c'est sûr que si vous avez un capteur plus petit comme celle-là qui est donc l'IMX 224, la même que la ASI 224 couleurs, sur cette caméra-là, surtout si vous faites du planétaire et que vous prenez une petite portion de l'image, c'est pas très gênant d'avoir un disque dur mécanique. Si par contre vous voulez faire du lunaire pour avoir une pleine dimension ou du solaire avec les filtres adaptés, là bien sûr il va falloir travailler en USB 3 clairement et avec un disque dur SSD. Concernant le traitement, j'ai fait un test avec un fichier qui était une de mes photos de mars, réalisée à l'Observatoire de Saint-Véran. Donc c'est un fichier qui a 6200 images en 544 par 528. Il y a 1166 points d'alignement avec AutoStackert 3 et j'en retiens que 50%. Là-dessus, j'ai fait le test avec les 3 ordinateurs. Pour les portables, j'ai fait le test qu'on soit sur secteur ou qu'on soit sur batterie, car sur batterie, il diminue la cadence du microprocesseur, ou en tout cas il le booste pas autant. J'ai fait le test avec des disques durs mécaniques et des disques durs SSD, et j'ai fait également le test sur celui-ci avec 8 Go de RAM. Ce que je constate, c'est quoi? Sur secteur, vous serez plus lent, sur batterie, sur les portables, vous allez être plus lent entre 13 et 17% à peu près par rapport à l'alimentation secteur. C'est assez logique, on est plutôt en mode balancé qu'en mode haute performance. Disque dur mécanique, on sera plus lent de 15% sur les disques durs mécaniques un peu récents comme celui du portable, ou même 42% pour un disque dur mécanique qui est là-dedans, qui est plus ancien. La RAM, avoir 8, 16 ou 24 Go n'a absolument pas d'impact sur les performances. Le type de RAM DDR3 ou DDR4 ne semble pas non plus avoir d'impact. La dernière chose, le processeur. Le 10200H de celui-ci est 45% plus rapide que le i5 3320M de l'ancien PC portable. 45% plus rapide. Par contre, il est équivalent au i7 qui est même un tout petit peu plus rapide, et en fait on retrouve ça dans les benchmarks, c'est-à-dire que unitairement un core est un petit peu plus rapide sur le i7. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est du traitement de type planétaire. En ciel profond maintenant, j'ai fait le test également avec toutes ces configurations avec PixInsight pour la photo centrale qui est 41 images de 12 millions de pixels de ma photo de la galaxie d'Andromède faite à l'Observatoire de Saint-Véran. Donc cette année, le traitement sous PixInsight consiste donc les soustractions des bias et des darks, et surtout la division par le flat. Et après tout ça, bien évidemment, l'alignement et l'empilement avec réjection. Donc on a 3 fichiers qui sont générés, enfin un fichier à 3 images qui est généré par PixInsight. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que sur batterie, on est plus lent de 17 à 33% déjà. Première chose, celui-là est plus lent à 33%, forcément. La puissance du processeur est diminuée, il tourne qu'à 3,5 GHz au lieu de 3,99. La deuxième chose, la RAM 8 Go au lieu de 12 Go, test réalisé sur l'autre portable, on est plus lent de 7,7%. La RAM DDR4 a probablement un impact positif, même si je ne sais pas le quantifier. Le 10200H est 3 fois plus rapide que l'ancien, le i5 3320M. Donc on a un gain de 66%. Donc on passe de 13 minutes 49 à 4 minutes 38 sur celui-là. Donc c'est quand même assez colossal. Il est plus rapide que le i7 3770 avec un gain de 39,57%. Donc plus rapide que le i7 3770. Donc avoir un bon i5 est peut-être meilleur que d'avoir un mauvais i7, j'ai envie de dire.
Venons-en maintenant au bilan final. Le bilan final, c'est que un port USB 3 est hautement recommandé, si ce n'est indispensable. Pour de l'acquisition, très très clairement, parce que sinon là, vous n'allez pas pouvoir monter en cadence pour vous affranchir de la turbulence ou pour avoir un maximum de signal si vous êtes en particulier sur des prises de vue lunaires. Et clairement sur le stockage également, parce que n'oubliez pas que vous allez faire des fichiers volumineux et quand vous allez vouloir les stocker sur des disques durs externes, eh bien forcément il faut avoir de la bande passante. Le disque dur SSD est indispensable pour les acquisitions planétaires et en particulier pour les acquisitions lunaires. Ça peut passer pour des acquisitions planétaires si vous ne faites pas du plein écran. Donc ça dépendra en fait du diamètre de votre instrument, puisque vous travaillez sur un rapport focal sur diamètre globalement, on va dire environ 15, la taille de votre planète, elle va augmenter en fonction de votre diamètre et de votre focale. Mais la focale, vous l'ajustez avec la Barlow. Donc bien évidemment, quand il s'agit de travailler avec un monstre de 500 mm de focale comme un Saint-Véran, vous avez vu que Mars, elle est quand même assez imposante, Jupiter, elle était juste énorme sur le capteur, et bien là, très clairement, il faut être clairement sur un disque dur SSD, mais ce n'est pas strictement indispensable néanmoins. Ça dépendra donc, et ça dépendra du temps de pause que vous allez choisir. Vous diminuez un peu, vous allongez les temps de pause, vous diminuez le gain, le bruit est plus faible sur les pauses unitaires, c'est pas forcément plus mal finalement, et ça peut très bien passer. Moi, je ne m'amuse pas à faire des acquisitions à 5 millisecondes, je suis plutôt à 10 millisecondes personnellement. La RAM n'a pas d'impact en planétaire. Le processeur est important pour le traitement, c'est vrai. En ciel profond, par contre, la RAM est beaucoup plus importante et je recommande à 8 Go ça passe, 12 Go c'est recommandé, 16 Go c'est encore mieux, mais 8 Go suffisent. A priori, le DDR4 c'est quand même un petit peu mieux que le DDR3. Le disque dur mécanique peut suffire, néanmoins, même si on a une perte, voilà, alors je ne l'ai pas dit, oui, le disque dur mécanique est plus lent de 9 à 11% sur secteur quand on fait du traitement, donc du ciel profond sur un PC. Et le processeur, par contre, est très important pour le traitement, donc il faut mettre la blinde quand même sur la puissance pure du processeur. Alors néanmoins, celui-là a une carte graphique qui est quand même pas mal, c'est une GeForce GTX. Je ne sais pas vous dire si les algorithmes de PixInsight exploitent le GPU, donc le processeur, pour le traitement graphique de l'ordinateur ou pas. Quelques éléments supplémentaires que je dois rajouter, je constate ça au montage, donc désolé pour le faux raccord. La question de savoir est-ce qu'il faut prendre un PC gamer ou pas. On aurait tendance à croire que c'est du gadget les PC gamers, et là je suis pas sûr. La première raison, c'est déjà le rétroéclairage du clavier. Je crois que les PC qui ne sont pas gamers, il n'y en a aucun qui ont ce clavier rétroéclairé. Or c'est vraiment super pratique de nuit parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la frontale allumée, donc on n'est pas obligé d'en envoyer plein dans la figure des copains. Le gros problème des PC gamers, alors l'autre avantage des PC gamers, c'est l'overclocking, c'est le mode turbo qui va faire que le processeur va fonctionner à pleine puissance. Vraiment, il va accélérer sa cadence quand on va lui demander beaucoup plus de calculs. Donc ça, c'est super utile également. Bien évidemment, ça consomme un peu plus et c'est pour ça qu'il faut être sur secteur. Alors l'autonomie, on en parle justement. Les PC gamers, c'est rarissime d'avoir des batteries changeables. C'est le cas sur le mien. J'ai constaté ça à l'achat, en fait, ça a été vraiment la chance. Je savais que là, je n'achetais pas forcément un PC qui était super top pour le terrain. Néanmoins, là, la batterie, elle peut se changer sur le terrain, donc il y a des verrouillages. Mon ancien PC, lui aussi, avait une batterie interchangeable. Et donc, quand la batterie est vide, en fait, il se met en veille. Et là, si vous faites l'opération rapidement, en fait, vous ne perdez pas la session de Windows. Donc, vous sortez la batterie. Et j'en avais une deuxième qui dépasse un peu plus et qui avait plus de capacité. Donc, avec ça, je pouvais tenir à peu près 8 heures d'auto-guidage avec ce PC grâce aux deux batteries. Ce qui est très, très, très utile sur le terrain, bien sûr. Dernière chose aussi pour dire que les Net PC, j'avais le tout premier de chez Asus au début, il était un peu short pour l'autoguidage, valait mieux travailler quand même, enfin une photo par seconde ça allait, mais une demi-seconde de pause pour avoir deux interprétations d'images par seconde, là c'était un petit peu short, j'étais obligé de faire du billing. Je suis passé sur une tablette comme ça qui est, alors je crois que c'est une Dell Venue 8. Le gros problème de celle-là, en fait, c'est qu'elle a un seul connecteur, donc on ne peut pas la charger pendant qu'on l'utilise. C'est un connecteur on the go, ça va dans un sens ou ça va dans l'autre, donc en charge ou on commande d'un périphérique.
mais néanmoins, elle semblerait avoir pas mal d'autonomie pour l'autoguidage. J'ai pas fait encore assez de tests, et il faut l'utiliser avec forcément une souris Bluetooth. On ne peut mettre que la caméra sur le connecteur, même avec les trucs en pieuvre, ça ne fonctionne pas sur la caméra. Ça peut être une solution à considérer, donc une petite tablette, mais là c'est vraiment que pour l'autoguidage. Donc je vous conseille très clairement d'aller plutôt vous orienter sur un PC gamer, donc portable comme le mien. Je vous mets le lien dans la description, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous donner non plus comme ça des modèles, pour la très bonne et simple raison que l'obsolescence et puis l'évolution des PC sur le marché évolue très très vite. Mais globalement, voilà, on va dire que tout PC à partir de 8 Go va suffire. La résolution de l'écran, on n'en a pas parlé. Il faut être au-delà de 720 lignes. Donc celui-là, je crois que c'est un 1366 par 768 à peu près, la dalle que j'avais. Là maintenant, je suis carrément en 1080p sur celui-là, donc c'est super agréable. 1920 par 1080. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications qui demandent quand même, notamment PixInsight, il y a un bouton à la sauvegarde d'une image qu'on n'arrive pas à accéder si on est simplement en 720 de hauteur. 768 ça passe. Donc ça c'est un petit détail aussi, mais le confort de l'écran c'est quand même assez pratique. C'est pas du tout indispensable bien évidemment, mais c'est quand même très très pratique pour le traitement et aussi pour l'acquisition, parce que ça nous permet de visualiser la pleine caméra. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné les éléments et les clés pour choisir l'ordinateur qui vous conviendra pour faire donc la photo et donc l'acquisition planétaire, le traitement planétaire, le traitement du ciel profond. Voilà, n'hésitez pas donc à partager cet épisode autour de vous, à me soutenir par quelques clics et en particulier un like, à laisser un commentaire, et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.